Bienvenue dans le débat. On va revenir sur les négociations entre les États-Unis et l'Iran, dont le premier round s'est achevé très tôt ce lundi matin en Suisse, sous médiation du Pakistan et du Qatar. L'Iran fait état de progrès encourageants. Téhéran et Washington se sont entendus sur une feuille de route visant à parvenir à un accord définitif dans un délai de 60 jours, jetant les bases d'un démarrage immédiat de nouvelles discussions techniques. Les deux parties sont convenues d'établir une ligne de communication avec l'objectif d'assurer un passage pour les navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz. J.D. Vance a pris la parole juste avant de partir, de quitter la Suisse. Pour le vice-président, les discussions ont permis la mise en place de bases solides pour un accord. L'Iran a accepté d'inviter à nouveau les inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique sur son territoire. Washington va s'assurer qu'un éventuel déblocage d'avoirs iraniens ne financera pas le terrorisme. Et les États-Unis ont aussi suspendu leurs sanctions sur le pétrole iranien jusqu'au 21 août. Alors, où en est-on? Des progrès ont-ils été réalisés? Le Liban est-il la clé? La navigation reprend-elle dans le détroit d'Ormuz? Et puis, quid de la question du nucléaire iranien? On va poser ces questions à mes invités. Nous avons ce soir Bertrand Besancenot avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien ambassadeur de France au Qatar et en Arabie Saoudite. Bienvenue à vous. En face de vous, Shirley Sidbon. Bonsoir. Journaliste à France 24. Bonsoir, Shirley. À côté de vous, David Rigoulet-Rose. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Les puissances régionales dans le Moyen-Orient en recomposition. Arabie Saoudite, Turquie, c'est donc et Iran, c'est le tout dernier numéro de la revue. Et puis nous avons à distance Jérôme Viala-Godefroy. Bonsoir, vous êtes chargé de cours Bonsoir. à Sciences Po, spécialiste de politique américaine, auteur de l'ouvrage Les mots de Trump aux éditions Dalloz. J.D. Vance a donc quitté cet après-midi l'hôtel Bürgenstock, justement en Suisse, où a eu lieu ce tout premier round de discussion. Il a pris la parole, le vice-ministre américain. Et ce matin, c'est la délégation américaine qui est rentrée chez elle. On fait un point en image avec Jean Barrère. Après 18 heures de négociations dimanche et jusqu'à lundi matin très tôt, la délégation de haut niveau iranienne quitte le palace de Bürgenstock en Suisse. Les négociateurs des deux pays achèvent un premier cycle de rencontres dans cette période de 60 jours. Le vice-président J.D. Vance, qui représentait la délégation américaine, s'est félicité de progrès significatifs. Nous avons posé de très bonnes bases pour un accord final réussi. L'accord final, c'est la maison. Nous avons posé les fondations. Nous n'avons pas construit la maison, mais nous avons posé des bases réussies pour parvenir à un bon accord pour le peuple américain. Selon les Américains, les Iraniens ont accepté le retour sur leur territoire des inspecteurs de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. Il n'y avait plus accès depuis les frappes de juin 2025, même s'ils ont pu visiter certaines centrales. Côté Hormuz, où le trafic maritime dans le détroit s'améliore de jour en jour, le Trésor américain a annoncé la levée des sanctions sur le pétrole iranien pour une durée de 60 jours, autorisant sa production, son exportation et sa vente. Une victoire pour l'Iran qui maintient sa volonté de mettre le Liban au cœur des négociations. La médiation inlassable du Pakistan et du Qatar a permis des avancées majeures vers la fin de la guerre au Liban. Les exportations de pétrole ne sont plus restreintes, le blocus est levé, certains avoirs gelés sont débloqués et un vaste plan de reconstruction et de développement a été lancé pour l'Iran. Vendredi, les affrontements entre Israël et le Hezbollah avaient compromis l'avancée des discussions. Les négociateurs se sont mis d'accord pour mettre en place une cellule de gestion des conflits au Liban, une phase de test pour la délégation iranienne. Elle devrait permettre de continuer à mener des négociations tout en veillant au cessez-le-feu en territoire libanais. Les États-Unis ont aussi annoncé qu'une partie des avoirs iraniens serait débloquée si Washington pouvait s'assurer que cet argent ne finance pas le terrorisme, mais la reconstruction du pays. Les négociations vont désormais se poursuivre sur un plan plus technique. David Rigoulet-Rose, alors votre analyse, est-ce un bon début? Les négociations ont été très sérieuses. Ils ne sont pas là pour faire de la figuration, c'est manifeste. Elles ont duré 18 heures, donc elles ont été très soutenues. Elles ont manifestement abordé en priorité évidemment la question d'Ormuz et vraisemblablement aussi, même si c'est nié par les médias iraniens, le début de la problématique nucléaire. Confirmé par Donald Trump qui dit à l'instant que l'Iran va accepter donc d'avoir des inspections sur place. Alors, on va y revenir.
C'est nié par certaines agences, notamment liées aux gardiens, Tasnim, Fars, etc., qui disent que non, c'est pas du tout avalisé, que les modalités d'un retour ou d'une expertise de l'AIEA sont conditionnées par les procédures qui ont été établies jusque-là, qui sont très restrictives. Donc on voit qu'il y a une certaine confusion, mais qui est le reflet aussi des tensions internes en Iran, en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu des négociations. Même la partie iranienne a reconnu en filigrane qu'ils avaient abordé brièvement, mais donc quand même abordé la question du nucléaire. Et c'est par hasard si il y a eu de la part des Américains l'acceptation d'un dégel potentiel de quelques milliards, et puis surtout les waivers, c'est-à-dire les dérogations sur les ventes de pétrole qui ont été confirmées par la partie américaine. Un mot justement sur la manière dont ça s'est passé, Bertrand Besancenot, puisque vous êtes ancien ambassadeur. Si on va regarder ces images de la délégation américaine, on va voir qui salue le Premier ministre pakistanais, Sharif. On va les voir tout de suite, c'est au tout début. Voilà, on voit Sharif qui serre la main donc, à J.D. Vance. Derrière, vous avez Steve Witkoff, donc ça c'est la délégation américaine. Et puis on va voir la délégation iranienne. Voilà, donc là, la délégation iranienne, donc le ministre des Affaires étrangères iranien, Arakchi, donc, qui lui a salué donc, le Premier ministre pakistanais Sharif. Et puis on voit qu'ils n'ont pas salué, il n'a pas serré la main du tout de J.D. Vance. La délégation américaine est d'ailleurs arrivée avant la délégation iranienne. Est-ce que c'était une tactique diplomatique ? Écoutez, le problème de fond, c'est qu'il y a un manque de confiance entre les Américains et les Iraniens. Ceci n'est pas surprenant. Donc, si vous voulez, de part et d'autre, il y a une véritable méfiance. Les Américains pensant que les Iraniens trichent toujours et les Iraniens pensent que les Américains les trompent à chaque fois. Donc, si vous voulez, le bon départ, c'est que finalement, malgré ce manque de confiance, eh bien, ils ont démarré sur des questions concrètes. D'accord, ce qui a été dit, Hormuz, mais déjà un mot sur le nucléaire, etc. Ce qui montre, si vous voulez, qu'on essaye de travailler sur des bases concrètes en essayant de trouver quelques mesures de confiance qui permettront précisément d'avancer. Donc, en soi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, ça montre effectivement que ça avance. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une volonté que ça avance de part et d'autre. Et on le sait, sur le fond, ni les Iraniens, ni le président Trump, ils ont les uns et les autres plus exactement compris qu'ils ne feront pas capituler l'autre. Bon, donc il va falloir trouver un arrangement. Et donc, moi, je ne crois pas, depuis un certain temps, qu'il puisse y avoir une reprise des opérations militaires. Et là, les gens sont bien obligés, et avec l'aide naturellement du Pakistan, du Golfe, etc. Et du Qatar. Et du Qatar, bien sûr, de trouver finalement des formules point par point. Alors, il y a des dossiers qui sont plus compliqués que d'autres, mais clairement, c'est un bon début en ce sens que, malgré l'absence de confiance, eh bien, on essaye d'avancer sur des points concrets. Sur des points concrets. Shirley, on peut dire que c'était tendu tout de même. D'ailleurs, ça a failli capoter puisque l'Iran a menacé de fermer le détroit d'Ormuz après des frappes israéliennes sur le Hezbollah au Liban. Gideon Sa'ar, d'ailleurs, sur X, le ministre des Affaires étrangères israélien, a dit qu'Israël respecterait le cessez-le-feu au Liban, qu'Israël respecterait le cessez-le-feu au Liban tant que le Hezbollah ne le violerait pas. Voilà, donc ça, c'était une précision du ministre. Il a appelé au démantèlement du Hezbollah. Alors, dimanche, en revanche, c'était calme, donc, mais bon, voilà, tendu. Oui, et c'est vrai que quand on parle de violation du cessez-le-feu, il faut voir ce qu'entendent les Israéliens par là. C'est peut-être pas la même chose que ce qu'entendent les Iraniens et d'autres parties. Il s'agit du Hezbollah qui attaquerait donc des forces israéliennes au Liban qui sont en train de vouloir démanteler et désarmer et détruire des armes du Hezbollah. Donc il ne s'agit pas du Hezbollah qui tire vers Israël ou qui tirait vers Israël, mais quand Gideon Sa'ar dit cela, il parle du Hezbollah qui attaque avec des drones ou autres, des forces israéliennes qui sont au Liban. Et donc pour Israël, c'est ça la violation du cessez-le-feu. Mais oui, la situation est tendue. Et puis les Israéliens qui sont assez inquiets de la situation, parce que si c'est évidemment une avancée, des négociations sans précédent, a priori sous cette forme-là, ce que notent les Israéliens, c'est qu'eux, ils sont complètement hors jeu. Et certains articles essaient de voir le côté positif, ça va peut-être apporter une accalmie, peut-être qu'il y aura du nouveau sur le nucléaire, peut-être une amélioration, mais dans l'état actuel des choses, ils sentent un renforcement des Iraniens et que les éléments plus radicaux du côté iranien prennent un peu de l'aisance et du pouvoir dans le dialogue inter-iranien. Jérôme Viala, J.D. Vance a été désigné donc par Trump, on l'a vu comme chef de la délégation. Est-ce qu'il pourrait devenir un bouc émissaire de Trump et des pro-Trump en cas d'échec des négociations ?
Oui, d'ailleurs, Trump l'a dit, le président Trump l'a dit sous le ton de la blague, mais il ne faut pas oublier qu'avec Donald Trump, la blague, il y a toujours un fond en fait de possibles vérités, et c'est quelque chose, c'est une porte de sortie éventuelle qu'il se laisse. Il l'a déjà fait de nombreuses fois et il sera prêt à le faire à nouveau. Et le problème, c'est que J.D. Vance est vraiment coincé, en fait. Il est obligé de négocier alors qu'il était à la base contre cette guerre et qu'il a dû faire allégeance et accepter ce rôle. Et donc il est dans une position très très compliquée. Surtout qu'il est un des candidats éventuels pour la présidence en 2028. Donc il ne faut pas que ça capote pour lui, en tout cas pour son crédit politique. David Rigoulet-Rose, est-ce qu'on peut dire que le Liban est la clé? On a parlé donc justement des interventions israéliennes, des combattants du Hezbollah. Selon le protocole d'accord, le cessez-le-feu concerne tous les fronts, donc le front libanais. Il serait peut-être question de mettre en place des zones particulières, des zones pilotes, dans lesquelles Israël pourrait annoncer le retrait de certaines de ces zones, en fait, et à la place, il y aurait l'armée libanaise. Ça fait partie aussi du protocole. Oui, alors à la marge, parce qu'il ne s'agit pas... À la marge, mais c'est important, le Liban. Oui, parce qu'il y a une demande, effectivement, un gage de bonne volonté, entre guillemets, qui serait manifesté par Israël pour montrer qu'ils n'ont pas l'intention d'hypothéquer radicalement le processus, même si, évidemment, c'est très compliqué. Alors, vous parliez c'est plus un levier, en fait, qu'une condition... pour tout le reste. C'est un levier habilement utilisé par les Iraniens qui ont, dans la clause numéro 1, ils ont rajouté ce qui n'était pas au début, c'est-à-dire sur l'intégrité, la souveraineté du Liban. Et donc, pour pouvoir amener, pour mettre en difficulté Donald Trump, l'obliger à faire pression sur Israël pour retirer les troupes de Tsahal du Sud. Et j'ai coutume de dire que l'habileté, c'est d'essayer d'accréditer l'idée que l'État hébreu serait l'équivalent d'un proxy comme le Hezbollah, ce qui ne l'est pas, évidemment, parce que c'est un État souverain, mais c'est habile de la part des Iraniens parce qu'ils en font un levier, évidemment, non pas tant d'ailleurs pour sauver le Hezbollah, même s'il y a ça qui rentre en ligne de compte, mais pour appuyer sur l'ensemble du processus de négociation. Et donc obliger la partie américaine à composer avec effectivement ces contradictions qui sont en sa défaveur, en l'occurrence sur la question du front libanais. Maintenant, pour ce qui est de J.D. Vance, c'est intéressant parce que oui, il y a eu la formule qui était évoquée par votre interlocuteur, c'est si le processus est un succès, ça sera le mien, si c'est un échec, ça sera le sien. Ça sera le sien. Alors l'intérêt néanmoins pour J.D. Vance, c'est qu'il a le crédit auprès des Iraniens justement de ne pas avoir été favorable au conflit. Et donc en termes de confiance entre guillemets, puisque c'est ça qui est en cause aujourd'hui, c'est plutôt en faveur de la partie américaine par rapport à l'Iran, justement pour la profondeur des discussions. Vous êtes d'accord? Oui, tout à fait. Simplement, j'ajouterai une chose, c'est qu'effectivement, les Iraniens ont très habilement utilisé le facteur libanais pour continuer à faire pression sur la partie américaine. Parce qu'effectivement, l'accord est très clair en lui-même. Donc, si vous voulez, si vraiment les Israéliens continuent à taper au Liban, eh bien, c'est une forme de violation de l'accord. Et donc, les Iraniens peuvent être en droit de dire, écoutez, puisque vous ne respectez pas, nous sommes en droit également de bloquer le détroit d'Ormuz. Bon, donc c'est un moyen de pression très intelligent des Iraniens sur l'administration Trump. Et pour le moment, ça oblige en tout cas le président Trump de temps en temps à lever le doigt sur M. Netanyahou, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que l'autre obéira toujours, mais enfin, c'est quand même un levier que les Iraniens utilisent et on peut les comprendre. Et depuis dimanche, manifestement, notre correspondant nous disait que c'est quand même une accalmie au Liban. Mais dernière déclaration de Benjamin Netanyahou, il dit que l'armée israélienne a une liberté d'action totale pour neutraliser toute menace dans le sud du Liban. Ça, c'est la toute dernière déclaration du Premier ministre. Alors, qu'est-ce qu'on appelle neutraliser toute menace dans le sud du Liban? C'est ça, en fait, la question, Shirley. Oui, c'est la dernière déclaration peut-être, mais il a fait de nombreuses fois. On l'a entendu encore et encore. Et ce n'est pas seulement sur le terrain, c'est ce que disent la plupart des responsables politiques en Israël. Et c'est un discours qu'ils se sont obligés de tenir.
en vue des élections qui viennent également. De toute façon, tout Premier ministre israélien dirait qu'Israël est responsable de sa sécurité et qu'il s'estime libre d'agir pour la sécurité de ses habitants. Donc c'est quelque chose qui n'est pas étonnant, mais c'est vrai que là, ça vient dans un contexte particulier où les Américains ont complètement changé de position, et ça, tout le monde le remarque du côté israélien. Et les critiques de J.D. Vance il y a quelques jours, les critiques de Trump à l'égard de Netanyahou, donc très forte pression américaine pour qu'il cesse en fait d'intervenir dans le sud Liban. Tout à fait, un changement radical, et les Israéliens qui se disent voilà, ce sont des déclarations, qu'est-ce qu'il va suivre? Est-ce qu'il y aura un soutien en moins? Quelles seront les prochaines pressions après les paroles? Qu'est-ce que ça va devenir? Vraiment une inquiétude du côté des Israéliens. En même temps, certains veulent quand même garder espoir que peut-être ce changement de formule va permettre justement, va faire bouger le gouvernement israélien pour qu'il ait des vraies discussions peut-être avec le Liban pour réellement être sincère dans des négociations, pour vraiment trouver des solutions. Il y a en Israël de nombreuses personnes qui espèrent en fait que le gouvernement change d'attitude et lance des discussions et n'estiment pas qu'il n'y a que les opérations, la violence, les frappes qui amènent la solution, car ça n'amène pas de solution finalement à long terme. Donc ils espèrent que ça va faire bouger les lignes pour apporter une solution. Netanyahou, qui se sent un peu affaibli, pourrait changer peut-être d'attitude. C'est quelque chose qu'on peut imaginer. En tout cas, en Israël, tous les responsables politiques disent cette même phrase. Israël a le droit de se défendre quoi qu'il arrive et quoi que disent les Américains. Jérôme Viala, le Liban reste la clé des négociations, à votre avis, mais pourrait aussi faire capoter l'ensemble? Oui, alors effectivement, il y a cette question-là, mais ce qui est déjà très difficile, c'est que malgré tout, on ne peut pas plus faire confiance de ce qui est dit par la Maison-Blanche que ce qui est dit du côté iranien. On a des messages quand même très contradictoires en permanence. Il ne faut pas oublier que pour Donald Trump, ce qui va être important, il y a bien évidemment l'économie. Il a dit qu'il ne voulait pas être le nouveau président Hoover. C'est le président qui était à la tête du pays lors de la grande crise de 1929. Donc l'économie, c'est important. Il a cette pression-là. Et puis, il s'est lui-même mis dans cette pression aussi par rapport à l'accord du JCPOA qu'il a lui-même déchiré. Et donc, il faut absolument qu'il vende aux Américains, d'une manière ou d'une autre, un récit d'un accord qui soit bien meilleur que celui qui avait été négocié par Obama. Et ça, c'est quelque chose qu'il répète tout le temps. Et alors après, peu importe les détails, que ça soit le Liban ou même les accords avec Israël, etc., tout ça pourrait totalement être mis de côté pour Donald Trump s'il arrive à obtenir un accord que lui pense pouvoir vendre dans un récit de gagnant. Et justement, sur le nucléaire, il affirme sur son réseau Truth Social que l'Iran va accepter des inspections sur place. Il avait, ça vous voyez tout de suite sa réaction sur Truth Social. L'Iran doit immédiatement empêcher des troupes affiliées hautement payées au Liban de causer des problèmes. Ça, c'est sur le Liban. S'ils ne le font pas, nous frapperons l'Iran très fort à nouveau, comme nous l'avons fait la semaine dernière, si ce n'est plus fort encore. Ça, c'était la semaine dernière. On voit bien la pression quand même pour que ça se passe bien au Liban. Et là, c'est donc sur le nucléaire. Ça, c'est sa première réaction aujourd'hui, la première réaction de Donald Trump. J.D. Vance, qui a pris la parole avant de quitter la Suisse, s'est aussi exprimé sur ces inspections de l'AIEA justement en Iran. On l'écoute. Les Iraniens ont accepté d'inviter à nouveau les inspecteurs de l'AIEA dans leur pays, ce qui constitue une étape majeure pour le peuple américain et la première étape vers une dénucléarisation définitive ou l'arrêt définitif du programme d'armement nucléaire en Iran. Il faut parler de cette question du nucléaire, David Rigoulet-Rose, parce qu'on ne s'attendait pas forcément à ce qu'il y ait une telle déclaration aussi rapidement sur une inspection possible des sites nucléaires iraniens. Oui, alors justement, le problème, c'est qu'il y a des déclarations contradictoires. C'est affirmatif du côté de J.D. Vance, et puis c'est démenti. Et du côté de Trump, maintenant ? Oui, et c'est démenti pour partie du côté iranien, même si j'évoquais le fait qu'il y avait bien eu, quoi qu'en disent les agences proches des gardiens, il y avait bien eu une discussion là-dessus. En Suisse, à Birkenstock, la preuve en est, c'est qu'il y avait Raphaël Grossi qui était présent. Alors pas dans la salle. Le président de l'AIEA. Oui, pas dans la salle, mais à côté. Et donc, on se doute bien que la question a au moins été abordée, à défaut d'être discutée en profondeur. Avec dans la balance le déblocage des avoirs iraniens. Oui, c'est ça en fait. Oui, parce que la logique américaine qui a été instaurée dans le processus, c'est l'idée d'une logique par la performance. C'est-à-dire, on dégèle
à partir du moment où il y a eu une avancée par rapport à vos engagements. Donc une conditionnalité du dégel et des étapes successives. Donc on va voir ce qui se passe avec les inspecteurs, puisque jusque-là, effectivement, ils n'avaient plus accès du tout. Depuis quand d'ailleurs? Depuis la guerre des 12 jours, depuis avant, juin, effectivement. Même avant oui, avant, il y avait des restrictions. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un verbatim de l'agence proche des gardiens, Tasnim ou Far, il faut que je vérifie laquelle, mais je crois que c'est Tasnim, qui dit que ce serait une mauvaise chose qu'il y ait un retour des inspecteurs parce que ça lèverait l'ambiguïté stratégie nucléaire iranienne. Très intéressant. Et donc c'est un enjeu central, clairement, c'est un enjeu central parce qu'il est impératif que l'agence puisse aller voir la situation. Raphaël Grossi avait dit de toute façon, il y a plusieurs mois que le navire avait quitté le port. C'est-à-dire qu'il y a un trou noir. Et on ne peut pas se permettre d'avoir un trou noir quand il y a 440 kilos à 60% d'enrichissement, et il faut voir l'état des infrastructures, dans quel état elles sont, etc. Donc c'est impératif, et donc ça va être un test central. Même si ce ne sera pas immédiat, le retour des inspecteurs est une étape fondamentale pour cautionner, pour valider les progrès dans les négociations. Bertrand Besançon, et en échange, ça veut dire lever effectivement du gel de tous ces actifs iraniens. Il en est déjà question, les Américains l'ont dit. Lever aussi du blocus, même de l'embargo, des sanctions, sur le pétrole iranien. Donc c'est une levée temporaire, mais au moins jusqu'à fin août, jusqu'au 21 août. Ils suspendent donc les États-Unis leurs sanctions sur le pétrole iranien. Donc ça a déjà été fait. Donc ça va évidemment favoriser la circulation dans le détroit d'Ormuz. Donc en fait, c'est vraiment une négociation nucléaire contre gel des avoirs iraniens et sanctions sur le pétrole. Il y a un peu ça, non, dans les discussions. Je pense que les Iraniens sont parfaitement conscients qu'il faudra qu'ils donnent quelque chose sur le nucléaire. Mais comme ce sont d'excellents négociateurs, ils feront en sorte que ça soit le moins possible. Donc, réitérer, par exemple, qu'ils n'ont jamais voulu une arme nucléaire, ils l'ont toujours dit, donc ça, c'est un demi-cadeau. La nécessité qu'il y ait une inspection internationale, je ne vois pas comment on pourrait avoir un accord s'il n'y a pas une inspection internationale. Donc, si vous voulez, je trouve que sur le fond, c'est important, parce qu'encore une fois, si vous n'avez pas d'inspection, il ne peut pas y avoir d'accord. Mais en revanche, la façon dont les éléments sont donnés au fur et à mesure montre l'habileté des négociateurs iraniens. Plus habiles que les négociateurs américains. Donc on en revient au début, sans comparaison. Je sais que vous voulez intervenir, je vous fais intervenir juste après, Shirley. Jérôme Viala. Oui, et en fait, ce qui est intéressant quand même, c'est qu'ils ont déjà parlé de la levée de sanctions sans véritable contrepartie claire. Et là, ça montre quand même la faiblesse dans les négociations des États-Unis. Et donc, on voyait que d'ailleurs, même le retour éventuellement des inspecteurs de la IEA, c'est quand même une ironie assez importante quand on sait comment ces inspecteurs ont été critiqués par Donald Trump et pendant des années en fait, et une des raisons d'ailleurs pour lesquelles il a fallu, que Trump avait décidé aussi d'arrêter cet accord. Donc c'est le manque de confiance dans la IEA, etc., etc. Donc on se retrouve vraiment là, il y a quand même des éléments qui montrent que Donald Trump est quand même en position de faiblesse par rapport à l'Iran parce qu'il est sous ces pressions dont je parlais un peu plus tôt. Shirley Sidbon, évidemment, ça inquiète Benyamin Netanyahou qui, lui, détestait cet accord également iranien sur le nucléaire de 2015 avec ses inspections des agents de l'AIEA. Oui, parce qu'il disait non seulement qu'il n'allait pas assez loin, mais que ça ne réglait pas le problème des proxys, ça ne réglait pas le problème du programme de missiles balistiques. Alors tout ça, ce n'est pas d'ailleurs du tout, ça ne fait pas partie des discussions du tout. Tout à fait. Mais à l'époque, c'était déjà partie de... Là, évidemment, on part encore plus loin et tout le monde le sait d'ailleurs, en Israël et ailleurs, que ce qu'il a obtenu après toute cette guerre et toutes ces pertes et tous ces efforts et une image d'Israël dégradée et un lien entre Israël et les États-Unis qui est extrêmement dégradé également, changé, n'a jamais été de cette façon, eh bien, ce qui a été obtenu finalement, c'est pire que ce qu'il y avait avant. Donc on voit l'effort de décennies, le résultat de dizaines d'années d'efforts du côté de lobbying, du côté de Benjamin Netanyahou. Combien de fois on l'a vu faire toutes les capitales pour avoir cette confrontation directe avec l'Iran, et finalement le résultat est, tout le monde le voit, pire que ce qui était avant. Pour l'instant, en tout cas, c'est ce qui est dit un peu partout. Et juste à noter dans la déclaration de Donald Trump qui parle de honnêteté nucléaire. Il dit tout le monde sait que l'Iran va accepter des inspections massives et désormais il y aura de nuclear honesty, de l'honnêteté nucléaire. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que c'est des promesses, déclaratifs? Des mots.
C'est Ce des n'est mots. pas, voilà. Honnêteté nucléaire, ça veut dire Tout à effectivement fait. faire toute la transparence sur les centrifugeuses, déjà, Oui, pour de l'instant. toute façon, c'est le rôle justement de l'inspection internationale, c'est d'assurer un minimum de transparence. Donc, je veux dire, je vois pas très bien ce qui est apporté en plus. Et sur le balistique, puisqu'on y est, quand le président Trump dit bon bah, de toute façon, tout le monde a des missiles, donc après tout, les Iraniens peuvent en avoir aussi. Donc, je veux dire, on a l'impression, si vous prenez point par point, que finalement, ce qu'obtienne la délégation américaine n'est pas très brillant. En tout cas, c'est le moins qu'on puisse dire. En tout cas, il a l'impression, lui, d'avoir obtenu une navigation qui reprend dans le détroit d'Ormuz, il me semble, David Rigolero. C'est ça qu'il souhaite déjà Donald Trump. Bah, donc là, avec la levée des sanctions sur le pétrole iranien, Oui. est-ce que vraiment la navigation a repris d'ailleurs dans Oui. le détroit d'Ormuz un Oui. petit peu? Elle a repris malgré l'annonce spectaculaire et ostentatoire des gardiens qui avaient dit qu'il y avait à nouveau une fermeture. Ça, c'était vendredi. samedi, ils avaient menacé Ouais, de le samedi. fermer. En réalité, le flux est correct, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fermeture. Alors évidemment, il y a des effets d'annonce, etc., parce que c'était une manière aussi de faire pression par rapport au front libanais. Mais sur la question des mines, du coup. Alors oui, là c'est une vraie question. C'est prévu d'ailleurs dans l'une des clauses, le déminage. Alors les Iraniens voudraient le faire eux-mêmes, c'est ce qu'ils ont dit, parce que c'était une manière aussi d'exprimer leur souveraineté. Ils tiennent absolument à ça formellement, mais en réalité, c'est là où on va retrouver l'initiative franco-britannique pour le déminage, qui a été préparée de longue date, à partir du moment où il y avait la possibilité d'un accord potentiel, ce qui semble se dessiner. Et donc ça va être un élément majeur de Donc sécurisation. vous pensez qu'elle va avoir effectivement, Ça fera partie qu'elle va être utilisée? Oui, parce que dans les 60 jours, il y a la question de la sécurisation des flux et qui passe par la levée du doute sur les mines. Il y en aurait une douzaine, voire jusqu'à une vingtaine, on ne sait pas. Mais le problème, il suffit qu'il y en ait une, en fait. C'est pas ça le problème. Il faut lever le doute. Et donc, pour lever le doute, il faut vérifier. Et à ce moment-là, les armateurs pourront beaucoup plus facilement, effectivement, effectuer le transit, qui existe déjà, mais quand même avec des réticences, des hésitations. Donc, il n'y a pas de fermeture, d'obstruction, d'occlusion. En revanche, on n'a pas encore retrouvé le flux qui précédait la guerre, c'est-à-dire, enfin, la fermeture par les Iraniens, c'est-à-dire 120, 130 bateaux par jour. Donc il faudrait une sorte d'inspection par cette mission franco, enfin si les Iraniens le souhaitent et les Américains, parce que pour l'instant Donald Trump ne souhaitait pas l'utilisation de cette mission franco-britannique justement. Non, mais l'objectif c'est vraiment de rassurer les assureurs, parce qu'effectivement on sait très bien qu'il n'y aura pas de transit normal si vous avez des taux pour les assurances qui sont énormes. Et donc effectivement le fait qu'il y ait une présence internationale se déclenche. Voilà, qu'il y ait une présence internationale d'une part, que l'on démine chose, à ce moment-là, ce sont des éléments qui peuvent être utilisés pour satisfaire les assureurs. Et ça, c'est quand même le point essentiel si on veut retrouver une circulation normale dans le détroit d'Ormuz. Et ça satisfait bien sûr Donald Trump, Jérôme Viala. Ce détroit d'Ormuz avec un redémarrage des navires, c'était ce qu'il souhaitait avant tout. Oui, c'était là où était le point de pression principal. D'ailleurs, on voit que les marchés ont un peu anticipé quand même que ces négociations se passent suffisamment bien pour que le détroit reste ouvert, enfin au niveau au moins où il est pour le moment. Mais c'était le point important pour Donald Trump et c'est là où il s'est, je dirais, fait piéger puisque on se retrouve en fait à quelque chose, à une situation qui prévalait avant la guerre qui a commencé le 28 février. Donc voilà, mais avec effectivement aussi toujours cette menace possible, cette épée de Damoclès d'une fermeture éventuelle que pourrait utiliser l'Iran. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi le résultat de cette guerre. Le trafic commercial qui doit être pleinement rétabli dans un délai de 30 jours suivant le déminage du détroit. Voilà, c'est ce que dit le protocole d'accord. Donc on voit aussi la pression iranienne sur ce type de déclaration. Si je peux me permettre, cette épée de Damoclès, elle existera toujours tant qu'il n'y aura pas un arrangement durable fait avec l'Iran. C'est ça le problème. Alors justement, est-ce qu'il n'y a pas des négociations avec Oman puisque là, on a l'impression qu'une partie de la délégation iranienne est partie à Oman. Est-ce que c'est pour discuter du statut de ce détroit d'Ormuz? Oui, bien sûr, parce qu'effectivement, c'est un élément de la négociation. Certains pensent qu'en réalité, les Iraniens utilisent ce droit de passage comme étant une façon de tirer un peu plus d'argent des Américains et en se disant finalement l'ensemble de la communauté internationale est contre ce droit de passage, les Omanais eux-mêmes sont contre
Mais il faut utiliser l'argument parce que c'est un moyen de pression pour obtenir plus de dégel d'avoirs ou plus d'exportation de pétrole. Enfin, je ne sais pas ce qui sera négocié, mais c'est clairement, je pense, l'objectif des Iraniens. Peut-être aussi de montrer leur situation qui s'est renforcée, puisque là, en revenant à Oman, en disant voilà, on va consolider notre co-gestion de ce détroit, ils montrent qu'ils sont en maîtrise de la situation et le fait qu'ils sont au cœur maintenant de ce qui se passe au Liban montre également qu'ils ont changé leur situation. Pendant des années, des décennies, c'était indirect. On savait que l'Iran était derrière à l'époque du régime de Bachar el-Assad et de son père Hafez el-Assad. C'était aussi avec la Syrie, tout cet axe. Mais maintenant, l'Iran va directement négocier. Il n'a même pas besoin de passer par tout l'axe, être en arrière-plan. Désormais, c'est lui qui est responsable, c'est lui qui fait partie de cette cellule. Israël n'y est pas. Le Liban maintenant y est, mais jusqu'à 2 jours, ce n'était pas très clair. Donc oui, la situation, et puis les autres pays également plutôt proches de l'Iran, et le Pakistan est là, et puis également le Qatar. Donc vraiment une situation très, très différente qui a vraiment changé en ce qui concerne l'Iran. Et le Détroit est au cœur de ce renforcement. Avec tous ces nouveaux médiateurs, effectivement, le Pakistan, bon, le Qatar était déjà médiateur, mais dans d'autres types de négociations, pas forcément sur Hormuz. Mais pour le Qatar, c'est vital parce que c'est le seul pays de la région qui a besoin de passer par le détroit d'Ormuz. On voit bien que les autres pays sont en train de travailler sur des voies alternatives, passant donc l'Arabie Saoudite, la Jordanie, la Syrie, le Liban, et l'Arabie Saoudite, elle, a la mer Rouge. Le Qatar est le seul qui, finalement, pour exporter son NGL, n'a pas d'autre choix que passer par le détroit d'Ormuz. Donc c'est assez compréhensible que le Qatar ait joué ce rôle fondamental dans la négociation, parce que pour lui, c'est vital. Et on apprend d'ailleurs que Marco Rubio va se rendre à partir de demain dans les 3 pays du Golfe en pleine négociation avec l'Iran. Alors ce sera 3 pays du Golfe, lesquels à votre avis? Je n'ai pas vu les noms, mais bon, probablement le Qatar. Oui, sûrement. J'ajouterais par rapport à est-ce qu'il y aurait l'Arabie ce que disait Saoudite, les Émirats? Oui. Monsieur l'ambassadeur, c'est que le Qatar exploite le plus grand champ du monde avec l'Iran. Donc il a forcément des contraintes. On a la politique de sa géographie, comme disait Napoléon, et c'est une évidence. Et en l'occurrence, oui, c'est pour faire le bilan, effectivement, Marco Rubio, pour faire le bilan avec les principaux partenaires du Golfe. Arabie Saoudite, Émirats, c'est Qatar. Et Qatar. Mais justement, est-ce que la relation des États-Unis avec ces pays-là, David Regoleros, va changer maintenant que cette guerre, elle a déjà changé. Ouais. Donc, que va-t-il faire, Marco Rubio? Essayer un petit peu de dire l'Amérique est quand même toujours là, elle est là pour vous protéger, ou au contraire, va plutôt confirmer cette espèce de désengagement des États-Unis, mais qui était déjà, j'allais dire, latent. Enfin, c'est pas une nouveauté. Simplement, là, ce qui s'est passé va acter effectivement une recomposition par rapport au titre de la revue, enfin du dernier numéro. C'est-à-dire que il y a eu la perception que l'assurance multirisque américaine n'était pas aussi multirisque qu'on pensait. C'est une réalité. Donc le modèle, le logiciel de toutes ces pétromonarchies fondées sur la représentation d'une oasis de prospérité, de sécurité, etc., a été clairement fissuré. Et donc il y a des interrogations sur effectivement la dépendance incertaine, la garantie incertaine américaine, d'où les relations avec d'autres acteurs, d'autres interlocuteurs. Et on retrouve le rôle du Pakistan. Il faut rappeler que le Pakistan a un accord de défense avec l'Arabie Saoudite depuis septembre 2025, ce qui n'est pas anodin quand même. Et d'ailleurs, le Pakistan a montré sa solidarité en envoyant 8000 hommes sur le sol saoudien, avec une douzaine d'avions, des systèmes de défense antimissiles. Donc c'est une manière de manifester qu'effectivement, il avait un rôle aussi au niveau du Golfe, de la région du Golfe. Et il se trouve qu'il est en plus intermédiaire, justement, par rapport aux négociations. Donc il a un rôle vraiment qui est de plus en plus important. C'est un renforcement en fait de ces coalitions de puissances régionales avec un désengagement américain. Oui, tout à fait. Les pays du Golfe ont parfaitement compris que finalement les États-Unis veulent se désengager partiellement du Golfe, enfin du Moyen-Orient, de même qu'ils veulent se dégager partiellement militairement d'Europe. Bon, donc si vous rajoutez à ça le fait que lors de ce conflit, ils ont eu le sentiment d'avoir été un peu les dindons de la farce, puisque finalement ils étaient contre cette intervention et que
finalement, c'est eux qui, à part l'Iran, ont été les plus touchés par les frappes. Et donc aujourd'hui, qui se posent des questions assez logiques sur la fiabilité des engagements, en tout cas de M. Trump, c'est clair. En même temps, comme ce sont des gens très Ils vont quand même acheter des armes américaines. Oui, bien sûr. Oui. Non, mais parce qu'ils ont parfaitement compris qu'aujourd'hui, ça ne serait ni la Chine, ni la Russie, ni l'Europe qui viendraient les défendre s'il y avait vraiment un vrai problème avec l'Iran. Donc, ils sont en train de s'émanciper, mais ils savent qu'ils doivent le faire progressivement, parce que de toute façon, les États-Unis se tourneront de plus en plus vers l'Asie, et eux-mêmes, de toute façon, de plus en plus auront comme principaux clients les pays asiatiques. Bon. Donc, si vous voulez, le rapport avec l'Occident, et notamment avec les États-Unis, avec le temps, va effectivement commencer à se dissocier, mais ça ne se fera pas du jour au lendemain. Quand on a été marié 80 ans avec un autre pays, eh bien, ça laisse des traces. Jérôme Viala, sur justement cette diplomatie de Marco Rubio, puisqu'il va dans les pays du Golfe demain, qu'est-ce qu'on peut en attendre? C'est justement pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient. C'est comme ça, en tout cas, que le présente le département d'État américain. Oui, alors il ne faut pas oublier que Marco Rubio a aussi des velléités pour la présidentielle de 2028. Il est d'ailleurs un petit peu en opposition là-dessus avec J.D. Vance et il s'est montré très discret dernièrement sur tout cet épisode de négociation notamment. Donc voilà, là il y va et il va falloir voir exactement effectivement quel va être son positionnement exact, ce qu'il va pouvoir dire et ne pas dire. Mais je voudrais juste revenir sur un dernier élément, c'est l'affaiblissement quand même globalement des États-Unis et notamment ce que ça nous a montré, c'est que finalement des bombardements, oui, mais une guerre avec des troupes au sol, c'est la limite rouge et on le sait bien, on le voit dans les opinions publiques aux États-Unis, tous les sondages le montrent et ça, c'est quand même un élément très important parce que gagner une guerre avec simplement des bombardements, c'est impossible. Et on voit que là, aujourd'hui, les États-Unis ne sont pas prêts à envoyer des troupes. En tout cas, dans ce cas-là, ils ne l'ont pas été et c'est quelque chose d'important et que d'autres superpuissances vont quand même regarder avec beaucoup d'attention. Shirley, ça a un impact en Israël, ça aussi ? Bien sûr, et ces derniers jours aussi, on voit que le discours a changé, même par rapport aux troupes israéliennes au Liban. C'est-à-dire qu'ils ont une mission qu'ils estiment vitale, soit qu'Israël doit accomplir ou quelqu'un d'autre, peut-être en collaboration avec le Liban. Mais ces derniers jours, on entend de plus en plus ces personnes dire mais peut-être que finalement, ce serait bénéfique de voir les soldats israéliens rentrer en Israël et pas être au Liban actuellement parce que les soldats et les personnes qui sont déployées sont au bout de leur force parce que ça fait déjà depuis le 7 octobre qu'ils sont mobilisés pour beaucoup d'entre eux des centaines et des centaines de jours et finalement si Israël arrive à négocier de contrôler encore quelques points qu'ils estiment stratégiques à la frontière avec le Liban, pour eux ce serait vraiment une solution qui serait un moindre mal. Les soldats israéliens au Liban, finalement, sont dans une situation un peu difficile, surtout s'ils ne peuvent pas vraiment agir et qu'ils sont bloqués par les Américains. Ils ont des missions à accomplir, mais finalement, une mission qui n'a pas de fin et qui n'est pas vraiment... Elle ne peut pas aller au bout de cette mission sans effort diplomatique. Donc voilà, il y a beaucoup de questions sur l'utilité, finalement le succès et l'efficience des soldats au sol, que ce soit des Américains au Proche-Orient, évidemment pas en Iran qui est un pays énorme, mais même au sud du Liban, ils voient ce qu'ils accomplissent, mais finalement c'est une mission qui ne s'arrête jamais et on voit que derrière le Hezbollah est toujours armé et finalement on est pour être réarmé davantage, tout ce qui a été détruit peut être fourni à nouveau. Mais ça veut dire... Oui, allez-y. Oui, je voulais juste ajouter un point. Et sur la relation avec les États-Unis, même le Premier ministre israélien a dit que dorénavant, il voulait avoir une autonomie stratégique, c'est-à-dire en matière d'armement, par rapport aux États-Unis. C'est quand même un indice supplémentaire d'une prise de conscience que finalement, le soutien inconditionnel, permanent, éternel, ne durera pas toujours. Avec un très gros programme d'armement annoncé en plusieurs dizaines de milliards de dollars pour les 20 prochaines années. En Israël, oui. Un programme d'armement donc de fabrication israélienne. National. Un dernier mot sur le Liban justement, puisqu'on en parlait il y a un instant, David Rigoulet-Rose va se reposer cette question, et c'est ce que souhaitent Benyamin Netanyahou et Israël, c'est le désarmement du Hezbollah. Donc est-ce qu'à un moment donné, puisqu'il y a ces négociations toujours entre le Liban et Israël sous l'égide de Washington, comment ça peut se concrétiser? On a vu que le président libanais souhaite en tout cas continuer à faire ces négociations, qui aurait peut-être justement dans ces zones
desquels se retirerait l'armée israélienne, l'armée libanaise, donc qui prendrait la place de l'armée israélienne. Il y aurait peut-être un renforcement du côté américain aussi. Il y a ce genre de piste. Pour l'armée libanaise, oui, c'est toujours le projet du renforcement des forces armées libanaises, justement, pour recouvrer une souveraineté effective au détriment du Hezbollah. Souveraineté libanaise étant dans les accords. Oui, hein, mais en fait, il y a deux niveaux. La question du désarmement, elle se pose à deux niveaux. Elle se pose à un niveau militaire. Il n'y a pas de solution militaire au désarmement du Hezbollah. C'est ça le problème. Donc ça risque d'être une guerre sans fin, comme vous évoquez. Et l'enjeu, il est de parvenir à ça, au désarmement, mais qui ne peut passer que par le gouvernement, un renforcement du gouvernement libanais et de l'armée libanaise. Donc, armée libanaise qui est aussi le reflet de la composition confessionnelle du pays. Oui, mais qui est faible, compliqué. l'armée libanaise. Oui, mais c'est d'où l'objet du renforcement. Mais là, il y a un test qui vient d'être proposé par les Israéliens, ils sont en train de remettre une infrastructure souterraine très importante à l'armée libanaise, à charge pour elle justement de vérifier qu'elle ne sera pas réinvestie par le Hezbollah. Et donc, ce serait une manière de tester sur le terrain concrètement la possibilité du retrait aussi des forces israéliennes en déléguant effectivement à une capacité de l'armée libanaise justement pour se maintenir sur le terrain et empêcher un réinvestissement. Mais comment est-ce qu'ils pourraient ne pas échouer cette fois? Parce qu'en fait, ils n'ont pas réussi à désarmer le Hezbollah. Donc ça ne se fera pas comme ça. Donc il faudrait une aide. On parle d'une aide américaine, peut-être d'une aide française aussi, de l'armée française. Mais je crois que c'est un des points qui est discuté. Il y aura une aide internationale pour aider justement l'armée libanaise à être un peu plus forte. C'est évidemment la colonne vertébrale du pays. Simplement, il y a aussi une prise de conscience, y compris chez les Américains, que le désarmement du Hezbollah ne se fera pas du jour au lendemain. Ça sera un processus progressif dans le cadre d'une négociation pour transformer le Hezbollah en un parti politique. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas le Hezbollah, il représente une bonne partie de la communauté chiite et tout le monde sait qu'il faudra d'une façon ou d'une autre donner quelque chose pour qu'il se transforme en parti politique et que son armement parte à l'armée libanaise. Mais ça ne se fera pas du jour au lendemain. Et le désindexer de l'agenda géopolitique iranien. C'est ça l'enjeu en fait. C'est ça l'enjeu. Et faire une sorte de dossier à part J'ai évoqué la question militaire, mais il y a un deuxième aspect, c'est l'aspect économique. C'est que la force du Hezbollah au niveau sociologique, sociétal libanais, c'était aussi de pourvoir aux besoins d'une grande partie de la communauté chiite qui se sentait abandonnée. Donc en réalité, l'enjeu, il est aussi économique. À partir du moment où on pourra compenser justement par des programmes gouvernementaux, etc., ça retirera une arme dans les mains du Hezbollah qui n'est pas militaire, mais qui est économique. Et là, la France souhaiterait jouer un rôle. Merci beaucoup, Charlie Sidbon, Jérôme Viala-Godefroy, Bertrand Besancenot. Merci, David Rigoulet-Rose, d'avoir participé à cette émission. Voilà ce qu'on pouvait dire. Donc, après ce premier round de négociations en Suisse sur des négociations entre l'Iran et les États-Unis. Je vous dis à demain et merci à tous en régie.